Je me présente donc restauratrice du tableau qui se trouve derrière moi, Saint-François de Sales, à la demande du maire Jean Mérat, avec approbation du conseil municipal. Le tableau était dans un état, on peut dire, de délabrement. Pour moi, ça a été un petit peu compliqué au départ d'accepter parce que je pensais que, comme beaucoup de gens, il était pratiquement irrécupérable. Et dans un deuxième temps, je me suis dit que c'était un bon challenge en fait. Sachant qu'il y allait y avoir à la fois le rentoilage et puis le changement du châssis, et en même temps un travail assez long dessus. La découverte, ça a été à partir du moment où j'ai enlevé tous les champignons qu'on appelle chancy dans le métier, sur la surface qui blanchissait complètement la surface peinte et qui noircissait complètement l'arrière. C'était la découverte du peintre, Carolus Pascalis, qui avait signé au dos. Donc dans le tableau, le rentoilage, je ne l'ai pas fait complètement encollé à l'endroit de la signature, ce qui fait qu'on pourra récupérer la signature et on pourra la redécouvrir quand les personnes voudront le faire. Le peintre qui a réalisé ce tableau, c'est un aristocrate, Charles Pascal Dillons. Il est né en 1761 à Cuneo et il est mort en 1824. Parent vraisemblablement avec l'un des deux exécuteurs testamentaires du prêtre. Il a peint ce tableau en 1784, donc il a signé au dos. C'est le descendant des comtes d'Illons, le petit village voisin qui touche, dont on voit les limites même d'ici, qui n'avait pas grand-chose à voir avec Illons, si ce n'est le titre de seigneur. Il habitait à Cuneo, dans le Piémont. Il peignait pour son propre plaisir, je veux dire, c'était pas un métier. Et il a donc réalisé ce tableau, c'est un petit maître, on va dire, qui a été installé dans cette chapelle après beaucoup de tergiversations parce que les exécuteurs testamentaires avaient d'autres idées pour le tableau, pour la chapelle. Ils voulaient le mettre dans l'église, mais ça ne convenait pas au conseil municipal de l'époque. Et donc, on a eu plusieurs étapes, disons, dans la construction. Le tableau, en fait, était pratiquement écrouté sur une bonne partie avec à peu près 48 trous, dont des fissures majeures. J'ai même fait un triple rentoilage dans le bas du tableau, ce qui me paraissait être très compliqué, mais j'ai été judicieusement aidée par Brigitte Godou qui m'a suggéré de mettre une toile beaucoup plus fine pour le triple rentoilage. Avec mon conseil municipal, nous avons décidé de restaurer ce tableau après avoir été alerté par un prieur qui nous a dit que ce tableau était en grande difficulté et qu'il fallait le restaurer avant de le perdre définitivement. Nous avons fait appel à une restauratrice qui nous a donné un devis qui nous a convenu, et suite à ce devis, j'ai aidé mon employé municipal à descendre le tableau du mur. Et à ce moment-là, j'ai proposé à la restauratrice de détruire le tableau plutôt que de le restaurer tellement il était abîmé, incompréhensible, invisible, des trous partout. Je veux dire que c'était une véritable catastrophe. Je pensais même qu'il serait impossible de le restaurer correctement. Et le miracle s'est passé. Nous avons derrière nous ce tableau de Saint-François de Sales qui est extrêmement intéressant puisque du XVIIIe siècle. Et il fait partie du patrimoine cultuel de notre commune. Il était dans cette petite chapelle qui se trouve derrière moi, la chapelle Saint-François de Sales, d'ailleurs dédiée par un prêtre Beltrandi qui a commandé ce tableau. Nous avons, grâce à notre restauratrice Alexandra Allard, pu mettre en évidence tous les détails et toute la beauté ecclésiastique, à la fois ecclésiastique et picturale de ce tableau. La plupart des visages étaient pratiquement, je dirais pas invisibles, mais à peine perceptibles. Donc il était intéressant de redécouvrir les visages et de redécouvrir pratiquement les personnages qui se trouvaient sur le tableau. Le personnage central qui est là à peu près de dos était totalement invisible, et en plus il était coupé comme une forme de Z. Donc il était pratiquement inaperçu. Voilà, on fait à chaque fois des découvertes. Et on y va tout doucement, puisque c'est l'intérêt finalement de la restauration, c'est de faire des découvertes. Alors, je suis Georges Guédon, je suis de Saint-Sauveur.
et je suis un descendant des personnes qui ont commandité la réalisation du tableau. Le tableau a été réalisé à l'initiative d'un prêtre de Saint-Sauveur, le révérend Jean-Louis Beltrandi, qui dans son testament en 1783 a demandé que ses héritiers fassent élever une chapelle et fassent réaliser un tableau représentant Saint François de Sales. Donc ces deux héritiers, le révérend Joseph Odoli et le comte Joseph-Marie André de Signé, ont fait réaliser ce tableau par un peintre piémontais dont M. Coletta a permis d'établir qu'il s'agissait de Carlo Pasquale, Charles Pascalis. C'est un retable qui représente bien sûr Saint François de Sales, dans la mesure où c'est le sujet principal de la chapelle et la dévotion principale du prêtre qui en a fait don. Sur le tableau, il y a également à gauche un saint dominicain qu'on a un peu du mal à identifier. On pense qu'il s'agit de Saint Louis Bertrand, l'homonyme parfait du prêtre qui a fait don de la toile à l'église. Il s'appelait Louis Bertrand, ce prêtre. Donc Saint Louis Bertrand, c'est son homonyme parfait. Et de l'autre côté, bon, il s'agit de Saint Joseph, le père putatif de Jésus. Dans le challenge, il y avait aussi la possibilité d'entendre des gens qui disaient que de toute façon on n'y arriverait pas. Pour un restaurateur, c'est aussi un petit peu la difficulté, c'est de se dire soi-même, on le pense parfois, qu'on ne va pas arriver à rendre un effet formidable si la peinture n'est pas de bonne qualité. Et on ne peut pas faire un miracle avec un tableau qui au départ n'est pas de bonne facture, comme on dit. Et là, moi je me suis aperçue tout de suite que c'était un tableau de très bonne facture. Je ne savais pas qui était le peintre, mais je savais que c'était une très bonne peinture. Donc c'est un vrai bonheur pour un restaurateur quand on tombe sur un tableau qui est de très bonne facture. Et là on est un peu excité parce que c'est un peu comme un archéologue qui va trouver une pépite. C'est de se dire est-ce que je vais pouvoir aller au bout et lui rendre en fait hommage, entre guillemets, parce que le restaurateur il a cette responsabilité, c'est de ne pas détruire, de ne pas transformer et de toujours rendre à l'auteur de départ ce qui lui appartient, avec les moyens techniques qui ont été utilisés à l'époque. J'utilise de la tempéra, j'utilise des vernis d'amarre parce que je pars de la paillette et je les mélange. En fait, j'ai mes petites cuisines, ma petite recette, et je ne peux pas inventer, quoi. Voilà. Saint François de Sales, le personnage le plus important du tableau, qui est montré en haut, en majesté, avec des anges qui lui tendent sa crosse épiscopale. Et de chaque côté, deux personnages pour lesquels il y a un petit peu des interprétations divergentes. Un personnage qui est un dominicain que je pense être Saint Vincent Ferrer, parce qu'il est venu prêcher à l'époque, au Moyen-Âge, dans les Alpes du Sud. Donc c'était un dominicain, c'était quelqu'un qui cherchait à convaincre, de convertir les gens, éventuellement un petit peu par la manière forte, par la persuasion. De l'autre côté, un personnage qui tient un bâton fleuri, qui peut être, je pense, le prophète Aaron, puisqu'on parle dans la Bible du prophète Aaron qui, souhaitant amener les Juifs à le suivre en Terre Sainte, s'est retrouvé un peu face à l'inertie du peuple juif qui n'avait pas forcément confiance en lui. Et Dieu donc a fait un miracle en faisant fleurir son bâton, et c'est à ce moment-là que les Juifs l'ont suivi. Alors, bien sûr, Joseph, l'époux de la Vierge Marie, qui est considéré aussi comme un prêtre et qui est considéré comme l'héritier de Melchisédek et de Aaron, peut être aussi le personnage qui se trouve au-dessous de Saint François de Sales. Au milieu du tableau, il y a un personnage beaucoup plus mystérieux qui est de dos, avec des ailes. On se pose un petit peu la question, et avec aussi un voile qui donne une idée peut-être soit de résurrection, soit d'âme qui est encore dans le stade où elle n'est pas sauvée, où elle n'est pas entrée en paradis, où elle n'est pas en purgatoire. C'est une âme qui attend son destin comment dirais-je, d'être sauvée ou de partir dans les limbes. Et c'est la raison pour laquelle son visage est tourné, qu'on ne la voit que de dos. Le voile étant, me paraissant quand même un symbole important de la résurrection,
puisque quand les femmes sont arrivées au tombeau, on avait retrouvé le linceul plié de Jésus. Peut-être la volonté marquée par les donateurs du tableau, enfin par les donateurs, non, le donateur c'est le curé, mais par ses exécuteurs testamentaires, une volonté de voir le prêtre accéder au paradis ou quelque chose dans ce style. Toujours est-il que c'est quand même très, très intéressant et c'est assez peu fréquent comme représentation. On m'a posé une question très intéressante. Pourquoi il y avait le bandeau rouge et le bandeau gris sur le côté, gris-bleu sur le côté? Alors le bandeau rouge à la tempéra, recouvert de vernis d'amarre, c'était de savoir pourquoi il y avait aussi sur certains attributs dans la chapelle les mêmes couleurs. Alors ce sont des couleurs qui appartiennent typiquement au XVIIIe siècle, où on a été capable de fabriquer des couleurs à échelle de 478 couleurs inventées au XVIIIe siècle, avec des noms très particuliers qu'on utilise encore aujourd'hui, comme par exemple la couleur beurre frais. C'était une couleur inventée, dont le nom a été inventé au XVIIIe siècle. Donc moi, il a fallu que je les retrouve, ces couleurs, et il a fallu que je les refabrique en les mélangeant. Il existait par exemple la couleur punaise écrasée, donc des couleurs qui étaient avec des noms tout à fait étonnants. Alors je ne les citerai pas tous parce qu'il y a des noms qui sont même très écœurants. Mais sachez qu'il existe un répertoire de ces 478 couleurs du XVIIIe siècle. Donc c'était intéressant parce que je ne m'étais pas posé la question. Je pensais que ces couleurs existaient comme dans le nuancier actuel, mais pas du tout. C'est vraiment un nuancier typique du XVIIIe siècle. Nettoyage, grattage. Nous, on travaille au coton-tige. Alors, vous imaginez cette surface au coton-tige. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis venue, je n'ai pas réussi à faire plus de, même pas 10 cm². C'était même parfois un peu, je dirais, laborieux et décevant. Et puis, un beau jour, on a fait toute la surface. Et en plus, il était allongé. Donc, quand il était allongé, on ne le voyait pas tellement. Donc des fois je me montais plusieurs tabourets et je montais sur les tabourets pour essayer de le voir de dessus. Donc je faisais au fur et à mesure aussi des photos pour pouvoir me montrer les photos et voir la progression. Parce que sinon je n'avais pas conscience de la rapidité ou de mon avancée de travail. Voilà. C'est un peu un dialogue silencieux, quoi. C'est un côté assez sympathique la chapelle parce qu'il y a un certain recueillement, on est tout seul. Et puis dans un atelier on est toujours tout seul au final. Donc c'était mon atelier provisoire et en même temps c'est un endroit assez magique parce que dehors il y a de l'eau qui coule, on voit le village de loin, on entend les petits oiseaux. On pense aussi que le dominicain pourrait être Louis Bertrand, donc ça c'est l'historien qui est un homonyme de mon parent qui avait dans son testament demandé qu'on fasse réaliser ce tableau. C'est assez tentant effectivement comme identification puisque c'est l'homonyme parfait de la personne qui voulait que le tableau soit réalisé. Voilà, donc il y a cette divergence, est-ce que c'est Vincent Ferrer, est-ce que c'est Louis Bertrand? Pour le personnage qui a le bâton fleuri, je pense que c'est Saint-Joseph ou Aaron, et c'est le prêtre parfait, et le prêtre parfait désigne de son bras tendu Saint-François de Sales, qui est aussi, je pense, pour le personnage qui a demandé que le tableau soit réalisé, l'image du prêtre parfait aussi. On voit au contraire que Saint-Vincent Ferrer ou Saint-Louis Bertrand a une attitude beaucoup plus pensive et moins glorieuse que la représentation de Saint-François de Sales. Donc je pense effectivement le tableau met complètement l'importance sur Saint-François de Sales. À l'époque, ce tableau faisait partie du mobilier de chapelle d'une chapelle funéraire particulière avant que la famille qui était enterrée dedans donne la chapelle à la mairie. Donc le tableau était en très mauvais état. Moi j'y allais pour entretenir un petit peu la chapelle de temps en temps parce que j'avais des membres de ma famille qui étaient enterrés.
Et donc j'ai connu le tableau dans un état de dégradation progressive. Dans les derniers temps, on discernait à peine les visages des personnages, il y avait des trous dans la toile de partout, et donc il était vraiment urgent qu'il soit réparé. Une surprise vraiment extraordinaire de voir les personnages, de donner un nom aux personnages, de pouvoir donner un nom aux personnages, et donc c'est la restauration qui l'a permis, parce que dans l'état où il était, il y avait beaucoup de détails qu'on ne pouvait pas identifier, et même j'allais dire, à part peut-être Saint-François de Sales, on avait du mal à imaginer qui pouvaient être les autres personnages du tableau. J'ai été élu en 2020, donc c'est mon premier mandat, et nous avons vraiment à l'unanimité du Conseil voté la restauration parce que nous avons cette notion de patrimoine. Et je crois que c'est important parce que c'est ce qui peut nous permettre de mieux comprendre les origines de Saint-Sauveur et de ses habitants. Sont intervenus un historien et un membre de la famille du commanditaire qui ont réalisé un magnifique petit livret qui sera distribué d'ailleurs lors de la présentation à la population de ce tableau au mois de mai prochain. Et aujourd'hui, la politique de notre conseil municipal est de restaurer au moins une œuvre d'art par an pour pouvoir transmettre ce patrimoine culturel et cultuel à nos enfants. Et c'est un patrimoine extrêmement riche dans notre région et dans notre commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Donc, je pense que c'est une belle chose qu'on est en train de réaliser pour les générations futures. La chapelle Saint-Blaise, dédiée donc à ce saint qui est un saint qui enlève les maux de gorge. Et nous avons un très très beau reliquaire d'ailleurs qui est sorti une fois par an pour faire la procession le jour de Saint-Blaise. Et le prêtre applique ce reliquaire sur le cou des villageois afin d'éviter les maux de gorge pendant toute une année. La chapelle elle-même, elle a été construite à la fin du XVIe siècle et a été agrandie donc au moment de la construction de la chapelle annexe, de la chapelle latérale. C'est une chapelle latérale en fait. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez peu fréquent. En général, dans les chapelles rurales, celle-là est consacrée à Saint-Blaise, qui est un saint protecteur contre les maux de gorge en particulier. Il est assez peu fréquent que dans de petites chapelles rurales, il y ait une dépendance latérale, une chapelle latérale supplémentaire, ce qui fait l'intérêt d'autant plus que architecturalement, c'est un bel édifice qui correspond bien au canon de l'architecture baroque. La chapelle était une chapelle privée que la mairie a réussi à faire rendre à la mairie. Le tableau était totalement inconnu, quoi. Enfin, c'était une chapelle funéraire en fait, une tombe. Simplement une tombe particulière. C'est pour ça qu'on ne le connaissait pas. Personne n'en avait souvenir. L'accès a été muré en 1908, tout de suite après la séparation de l'Église et de l'État, de 1905. Puis plus personne, à part la famille, plus personne n'est rentré dans cette chapelle. Donc on avait complètement oublié ce tableau. En 2012, la mairie a récupéré la propriété de la chapelle, a fait tomber le mur de 1908 et a restauré l'intégralité du bâtiment. Et aujourd'hui, dernière étape, c'est la restauration du tableau. Ce film est réalisé le jour de Pâques et nous avons restauré ce tableau. Nous pouvons faire un parallèle avec la résurrection peut-être. Donc c'est peut-être une résurrection du patrimoine au titre de la commune. Et nous espérons pouvoir réaliser d'autres œuvres et d'autres restaurations, peut-être moins dramatiques que celle-ci, parce que celle-ci avait beaucoup souffert, et laisser ce patrimoine à nos enfants et nos petits-enfants.
On a d'autres toiles, dont la toile du rosaire de la Vierge qui se trouve dans l'église Saint-Michel, qui est notre église municipale, hein, qui est à l'intérieur de notre commune. Et cette église paroissiale, on est en train de travailler avec la DRAC pour justement faire restaurer cette toile. Mais comme c'est une toile qui est classée historiquement, je ne peux pas faire intervenir un restaurateur avant que la DRAC m'en ait donné l'autorisation. Donc c'est en cours, on est en train de travailler là-dessus. Après, dans la chapelle des pénitents blancs, nous avons encore un tableau qui serait à nettoyer. Donc on va prendre les démarches nécessaires pour le faire nettoyer parce qu'il est très sale, très poussiéreux. Et lorsque le tableau sera nettoyé, toutes ces couleurs d'origine ressortiront et permettront à la population et aux gens qui nous visitent notre village de voir un tableau avec des couleurs qui doivent être splendides dessous. Une histoire très curieuse avec la présence de ce saint, Saint Louis Bertrand, qu'on ne connaît absolument pas. Saint Louis Bertrand, c'est le patron de la Colombie, en Amérique du Sud. Il a surtout fait carrière en Amérique du Sud, et donc il est représenté là, mais essentiellement parce qu'il porte le même nom que le prêtre qu'il a fait. Ce sur quoi il faut insister plus que la qualité de l'œuvre, bon, qui est pas mal, mais sans plus, c'est la volonté de la mairie et d'un certain nombre d'habitants du village de préserver le patrimoine, et le patrimoine sacré en particulier. Et là, c'est très, très important.